RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Rosine, bonsoir à tous. Et ensemble, nous recevons Jeanlin Lacapelle. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député européen, délégué national du Rassemblement national. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. Alors ce soir, l'Euro de football avec le match France-Allemagne. L'équipe des Bleus a décidé de poser un genou à terre avant le coup d'envoi. Ils veulent protester contre les discriminations. Et vous avez tweeté aujourd'hui que ce geste était une honte. Pourquoi vous considérez ça honteux ? Écoutez, je trouve ça un petit peu désespérant, en effet, que l'équipe de France n'ait pas trouvé d'autre manière de se distinguer. Nous avons eu, rappelez-vous quand même, l'épisode au sein de la Fédération française de football il y a quelques semaines sur l'hymne national avec ce rappeur qui était extrêmement contesté. On a aujourd'hui Youssoupha, pour le exactement Youssoupha. On a aujourd'hui l'équipe de France qui veut s'incliner avec un genou à terre à destination des Black Lives Matter. Et puis, quelle est la prochaine étape, si vous voulez ? Est-ce que c'est Assa Traoré que l'on veut comme mascotte de l'équipe de France ? Parce que moi, je crains bien évidemment que l'équipe de France devienne un support politique. Aujourd'hui, on attend de l'équipe de France autre chose. Moi, j'attends de l'équipe de France qu'elle porte le maillot de l'équipe de France, qu'elle engage le peuple français. On pourrait dire ça aussi des artistes qui militent pour des causes. Oui. En quoi ça peut être j'attends de l'équipe de France qu'elle rassemble, en fait, en quelque sorte. Et j'aurais bien voulu que quand Samuel Paty, par exemple, avait été égorgé, ou quand Arnaud Beltrame, par exemple, a été exécuté, j'aurais bien voulu, dans ces moments de communion nationale, j'aurais bien voulu que l'équipe de France ait un geste pour ces gens-là. Ils ne l'ont pas eu. Et aujourd'hui, ils sont en train, alors qu'on leur demande de porter le maillot de l'équipe de France, qu'ils engagent le peuple français, ils sont en train finalement de diviser la France. Et on le voit, la polémique depuis ce matin qui n'arrête pas d'enfler. Et la démonstration, elle ne rassemble pas et qu'elle est en train de diviser. Vous dites que vous attendez de l'équipe de France qu'elle rassemble, mais la lutte contre le racisme, ça n'est pas une cause qui rassemble ou qui devrait rassembler ? Mais je ne crois pas que le symbole soit là. Bien évidemment, on est tous d'accord pour lutter contre le racisme. Et personne, je crois, aujourd'hui est capable, a envie de ne pas combattre le racisme. Mais on ne pouvez pas dépasser le geste, parce que c'est le genou à terre, en effet, ce geste est survenu dans la foulée mais vous savez, il y a des pays qui ont essayé de ne pas le faire. George Floyd, de la mort de George Floyd. La Croatie a essayé de ne pas le faire, la Russie a essayé de ne pas le faire. Oui, mais aujourd'hui, c'est un geste qui devient un peu symbolique et qui devient un peu universel. Donc, au fond, pourquoi ne pas l'accepter ? Mais vous avez raison, il devient symbolique. Aujourd'hui, il est le symbole. C'est pour ça que la polémique enfle. Il est le symbole, finalement, d'une culture américaine importée et d'un système, vous savez, des violences policières américaines. Ce qui s'est passé là-bas, ce crime qui s'est passé là-bas, il appartient aux Américains. Ça vous a touché, cette histoire, tout de même ? Mais bien évidemment, mais en aucun cas nous sommes ensemble de cela. Et moi, j'aurais voulu, vous savez, aujourd'hui, qu'on ne parle que de sport, que l'équipe de France porte son maillot, chante la Marseillaise, et qu'elle fasse chanter les Français tout au long de la soirée, avec une victoire au bout. C'est ça qu'on demande aux Français. C'est pas qu'ils supportent un message politique et qu'ils divisent les Français, comme ils le font aujourd'hui. Alors, mais les accusations de racisme ont longtemps prévalu au Rassemblement national, au Front national aussi. Marine Le Pen tente de gommer, dans le fond, cette image. Est-ce que vous ne prêtez pas, du coup, le flanc au retour de ces accusations de racisme, en contestant ce geste-là, par exemple ? Je ne crois pas. Je crois qu'honnêtement, ce qui se passe aux États-Unis ne nous regarde pas. Et je suis convaincu que les Français sont majoritairement de notre côté là-dessus. Il y a deux choses. En effet, combattre le racisme, c'est une chose. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est une cause universelle et pas seulement... Mais c'est une cause universelle. Mais est-ce qu'on liée aux États-Unis ? Est-ce qu'on peut juste avoir une petite parenthèse et pendant qu'il y a un moment de sport qui est un moment de communion, qui doit être un moment de cohésion, est-ce qu'on peut éviter de politiser les choses ? Et on voit bien que chaque geste est politisé. On voit bien quand M. Castaner, qui était ministre de l'Intérieur, était prêt à s'agenouiller par terre, il avait donc mis, bien évidemment, un symbole politique en disant « Je suis prêt, moi, à soutenir, bien évidemment, ceux qui sont victimes du racisme et je suis finalement en quelque sorte sponsor du mouvement Black Lives Matter. » Eh bien, c'est de la même manière. L'équipe de France, en le faisant, elle imite M. Castaner et elle crée une division. Je crois que ça n'est pas bien aujourd'hui. Donc, ça n'est pas le fait que ce soit les footballeurs de l'équipe de France qui défendent cette cause, qui vous gêne. Ça n'est pas la cause en elle-même. C'est le moment choisi pour le faire. C'est plus ça. Non, il y a deux choses. La cause, elle ne nous regarde pas. Elle regarde les Américains. Nous avons suffisamment de problèmes de notre côté. Solidaire, éventuellement, de quelque chose qui s'est passé loin de chez soi. Mais bien évidemment, mais moi je suis le premier à m'incliner devant
devant ce monsieur qui a été étouffé pendant 20 minutes par un policier. L'acte n'est pas acceptable, il est condamnable. Mais les choses sont claires. Mais c'est pas pour ça qu'il faut créer une ambiguïté, essayer de comparer, comme certains ont essayé de le faire, essayer de comparer ce qui s'est passé aux États-Unis avec les méthodes de nos forces de l'ordre en France, qui n'ont rien à se reprocher. Jamais il est arrivé quelque chose comme cela en France. Et on voit bien quand même que le terrain est glissant, et on voit bien que la comparaison n'a pas été loin. C'est ça que je veux éviter aujourd'hui. Est-ce que vous dites alors que les violences policières en France n'existent pas? Ou le racisme lié à des violences policières? Alors, les violences policières ne sont pas systémiques. Je vais vous répondre clairement. Donc les ambiguïtés au plus haut niveau, notamment de celle du chef de l'État, quand il parlait de manière assez ambiguë justement de ces violences policières, il n'y a pas de violences policières. Il peut y avoir des policiers violents. Et ils doivent être condamnés. Il y a des procédures pour cela. Jamais d'ailleurs, dans la fonction publique, jamais autant que les policiers, des fonctionnaires publics ont été poursuivis pour des actes ou pour des dérapages. Donc les choses, elles sont traitées et parfaitement bien traitées. Mais j'ai totalement confiance, comme l'ensemble d'ailleurs des Français, confiance dans nos forces de l'ordre qui font un boulot monstrueux, qui au péril de leur vie, on l'a vu ces derniers jours, au péril de leur vie, exercent leur mission de manière difficile. 23 blessés par jour chez nos policiers, 23 blessés par jour. Aujourd'hui, ce qu'ils attendent, eux, c'est qu'on les reconnaisse, c'est qu'on les soutienne matériellement, moralement. Et c'est ça que j'attends de la part de l'État. Certainement pas qu'on crée des ambiguïtés dans des déclarations qui sont assez ambiguës. Vous considérez qu'ils ne sont pas soutenus aujourd'hui ? Oui, moi je crois que l'État... Mais l'État ne les soutient pas assez. On ne les soutient pas assez... Le ministre de l'Intérieur, dans les effectifs. On ne les soutient pas assez matériellement, on ne les soutient pas assez moralement. Quand aujourd'hui, quelqu'un qui agresse un policier ressort du palais de justice libre avec un rappel à l'ordre, ça n'est pas normal. Quand Emmanuel Macron est giflé l'autre jour, quand l'auteur de cette gifle est condamné de manière sévère, je trouve ça normal. Mais je crois qu'il faut l'être de manière aussi sévère pour toutes les personnes détentrices de l'autorité publique. Il y a 85 personnes par jour détentrices de l'autorité publique. Quand j'appelle ces personnes-là, ce sont bien sûr des pompiers, ce sont les forces de l'ordre, ce sont des élus, et elles ne le sont pas. Elles ne sont pas de la même manière traitées. La justice à deux vitesses, ça n'est pas bien. Moi, je crois qu'être condamné pour avoir notamment agressé une personne de l'autorité publique, ça doit être très sévère. Je suis pour cela, pour les peines planchées. C'est d'ailleurs ce que les forces de l'ordre réclamaient. Alors, les forces de l'ordre pourraient avoir du travail à nouveau ce soir, puisque le match de l'équipe de France se termine à 22h50, et que si la France gagne, il n'est pas exclu qu'il y ait quelques manifestations d'enthousiasme, voire quelques débordements. Le gouvernement a dit qu'il n'y aurait pas de tolérance, un peu de mansuétude, mais pour l'affaire de quelques minutes, puisque le couvre-feu reste imposé à 23h. Est-ce que vous pensez qu'il aurait fallu peut-être faire une exception, comme ça a été fait pour Roland-Garros, ou bien purement et simplement en finir dès maintenant avec ce couvre-feu? Je crois que vous posez la bonne question. Cela fait 18 mois que les Français ont subi tout de même des restrictions difficiles, ont été en partie en prison en quelque sorte, parce que le couvre-feu et le télétravail, c'est pas simple à vivre. Ça fait 18 mois qu'ils obéissent à une discipline et ils le font de manière exemplaire. Cela fait 18 mois que beaucoup de commerçants ont fermé la porte sans se demander toujours pour quelles raisons ils étaient cette mesure un petit peu d'ajustement de temps en temps. Cela fait 18 mois aussi que nous subissons la gestion catastrophique du gouvernement avec, je le rappellerai rapidement, le fiasco quand même des masques, le fiasco des tests, le fiasco des vaccins dont nous ne sommes pas encore sortis. Il y a une étape qui n'est pas un fiasco, c'est ce qui se passe depuis maintenant 2 mois. Ça, quand Emmanuel Macron a décidé de déconfiner par étapes contre l'avis de nombreux scientifiques, jusqu'à preuve du contraire, enfin, ça se passe bien. Enfin, nous sommes les derniers. Non, mais là, vous pouvez dire qu'il a eu raison. Mais il avait raison, bien évidemment. Mais les Anglais avaient déconfiné, les Espagnols avaient déconfiné, les Italiens avaient déconfiné, les Grecs avaient déconfiné. Tout le monde déconfiné. Enfin, déconfiné, reconfiné. Non, les Allemands ont déconfiné, reconfiné, les autres ont déconfiné. Les Anglais la repoussent. Enfin, vous voyez, c'est pas uniforme. Heureusement qu'aujourd'hui, bien sûr, le déconfinement se passe bien, mais il était temps. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, qu'il faut maintenant que les Français retrouvent un peu de liberté. Je crois il faut qu'ils retrouvent aussi leur respiration. Et pour cela, il faut peut-être qu'on leur retire le masque, au moins à l'extérieur. Je crois que ce serait une bonne chose, parce qu'il y a 2 choses que les Français se demandent aujourd'hui. À quoi sert le masque à l'extérieur ? Et d'ailleurs, beaucoup de spécialistes médicaux se posent la même question. Et deuxièmement, à quoi sert le couvre-feu à 23h par rapport à un couvre-feu qui aurait lieu à 1h du matin ? Vous parliez de l'échec de la vaccination. Vous considérez que c'est un échec aujourd'hui ? Parce que le calendrier a été tenu, la maladie a baissé en intensité. Est-ce que là, c'est pas une... Alors, madame, le calendrier était tenu, le calendrier, les objectifs du gouvernement étaient tenus. Mais vous savez, c'est comme si j'ai 4 enfants. Oui. C'est comme si j'avais demandé à mes enfants d'avoir 8 de moyenne à une note
dans une matière et qu'il obtient 8 ou 9, eh bien, l'objectif serait atteint. Mais nous sommes aujourd'hui, en termes de vaccination, au sein de l'Union européenne, 19e, je dis bien 19e sur 27 pays, hein, sur la deuxième dose, et nous sommes 11e sur la première dose. Et moi, je vais vous refaire l'histoire, et ça va durer 30 secondes, parce que je suis député européen, et je l'ai vécu en direct, et comme je suis membre de la commission protection des consommateurs, je m'y suis parfaitement impliqué. Nous avons été mauvais dans la négociation en amont, parce que nous avons d'abord choisi des gens qui ne savent pas négocier, d'autre part, nous avons choisi une mauvaise clé d'entrée qui était le bas prix. Eh bien, à force de vouloir choisir le bas prix et de se faire plus beau que la mariée, eh bien, finalement, nous sommes retrouvés les derniers servis. Oui, mais souvenez-vous quand même la mauvaise manière d'AstraZeneca, du laboratoire AstraZeneca, faite à l'Union européenne, puisque les doses qui devaient être fournies ont été Bien sûr, mais c'est pourquoi ? Parce qu'on n'a pas signé de contrat commercial. En Angleterre, pardon ? On n'a pas signé de contrat commercial. On a signé des intentions d'achat. Les Britanniques ont signé avec AstraZeneca des contrats commerciaux. Un contrat commercial, j'ai vécu pendant 25 ans, vous savez, dans des boîtes de la grande distribution, donc je sais ce que c'est que négocier. C'est un contrat avec des délais de livraison, avec des quantités fixes et avec des pénalités de retard si vous ne livrez pas. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont juste dit, ce serait quand même bien que vous nous livriez 300 millions de doses. C'était une première pour eux. Pour l'Union européenne, écoutez, puisque la santé ne figure pas dans les compétences. Oui, mais écoutez, quand on veut s'approprier la santé, quand il y a eu, rappelez-vous, le fiasco donc des masques que je citais tout à l'heure et des tests, rappelez-vous de l'Union européenne qui a dit de manière un peu arrogante, nous allons vous protéger et nous allons nous approprier et nous allons créer une grande Europe de la santé. Ils ne l'ont pas créée. Donc nous avons été victimes de ce fiasco parce que nous avons délégué à l'Union européenne cette négociation des vaccins, mais il y a aussi également une responsabilité de la part du gouvernement français, c'est dans l'exécution. Nous avons été très mauvais dans la partie logistique. Aucun vaccinodrome au départ. Dans les premières semaines. Mais bien sûr, on aurait dû déléguer ça à des gens de la grande distribution ou à des militaires, comme les Allemands l'ont fait, par exemple, hein, à des spécialistes qui peuvent décliner une stratégie de vaccination de manière efficace. On n'a pas su le faire, on est responsable. Vous qui êtes patriote, vous aimez la France, etc., mais vous ne cessez de dire depuis que vous êtes là que tout ce que fait la France, c'est pas bien par rapport. Vous citez tous les pays, l'Italie c'est mieux, l'Allemagne c'est mieux. Est-ce que c'est très patriote de dire cela? Moi, vous savez, je suis factuel. Vous ne tirez pas mais moi, je suis factuel. Je regarde les résultats. Votre pays. Je regarde les résultats. Nous sommes 11e, je le disais, en Europe. Sur la première dose injectée, 19e sur la deuxième dose. Je regarde juste cela. Nous sommes en retard alors que nous sommes la 6e puissance mondiale. Moi, vous savez, je pose une question. Pourquoi nous n'avons pas acheté le vaccin russe Sputnik? Je l'ai demandé. Je l'ai formulé de nombreuses fois au Parlement européen. Monsieur Breton, Thierry Breton, commissaire européen, n'a pas daigné le faire. Pourquoi? Pour des raisons idéologiques, bien évidemment. Pensez vraiment que ce vaccin était l'otage de considérations diplomatiques? Bien évidemment. Mais ça a été dit par monsieur Le Drian, notamment. On l'a bien compris. Moi, il a dit qu'a priori, on va pouvoir s'en passer. Mais il nous a dit, on nous en passe. On pourrait imaginer plus explicite. Écoutez, aujourd'hui, nous avons vacciné que 25 personnes avec les 2 doses en France. C'est extrêmement faible. Quand on sait que les États-Unis, c'est le double. Quand on sait que la Grande-Bretagne, c'est le double. Même la Hongrie, chez nous, qui a pris Sputnik. La Hongrie, dans l'Union européenne, c'est le double. L'Israël, c'est 60%. Nous sommes, franchement, la risée du monde. Israël a fait le choix de payer cher les doses. Mais vous savez, quand on est en guerre, quand M. Macron vous dit « nous sommes en guerre », eh bien, on utilise des moyens et on est prêt à mettre le prix. Moi, pour protéger les Français, je me fous du prix. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'efficacité et la livraison des produits. On n'a pas été capable de le faire, on est mauvais. Un mot sur la présidentielle qui arrive à grands pas. Il y aura les régionales, bien sûr, le week-end prochain. Est-ce qu'il est question d'une... Éric Zemmour, donc le polémiste d'une chaîne concurrente et qui travaille au Figaro notamment, fait planer, on va dire, une forme d'ambiguïté sur sa candidature. Est-ce que c'est de nature à mettre Marine Le Pen en colère? À qui profitait le crime? Je vais vous poser cette question-là. En fait, ça peut faire des réserves de voix au deuxième tour pour Marine Le Pen. Moi, je pense qu'Éric Zemmour est d'abord un bon journaliste, c'est un bon polémiste, et je crois que personne ne remet en question le talent qu'il a. Mais entre, vous savez, cette profession qui est d'être la sienne, il anime parfaitement bien son émission tous les soirs, et entre celle d'être un candidat à l'élection présidentielle avec un projet cohérent, avec un projet global, et de pouvoir recueillir plus de 50% des Français au second tour, il y a une grande différence. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut rassembler le camp national, et surtout pas le diviser, et je crois qu'Éric Zemmour, et je le crois suffisamment intelligent pour ne pas tomber dans ce piège-là, car finalement, il
il rendrait service, on le sait très bien, à Emmanuel Macron, en empêchant peut-être Marine Le Pen d'accéder au second tour. Je crois que ce ne serait pas bien pour l'avenir du pays. Il y a quelques jours, dans une interview à un site d'information réunionnais, Marine Le Pen a évoqué cette question d'une hypothétique candidature d'Éric Zemmour, et elle a dit « Je redoute que les propos très radicaux d'Éric Zemmour ne soient assimilés aux miens, et que donc ça me fasse du tort ». Pourquoi les propos d'Éric Zemmour pourraient-ils être assimilés à ceux de Marine Le Pen? Est-ce que c'est parce qu'ils sont proches ou est-ce que c'est parce que les gens ne comprendraient pas bien? Parce qu'a priori, ils ne se ressemblent pas l'un et l'autre. Le fait de me formuler cette question-là, vous avez donc vous-même déjà intégré le fait qu'il peut y avoir une proximité idéologique. Sinon, vous ne m'aurez pas posé cette question-là en termes de compétition. Ce que Marine Le Pen a souhaité dire, c'est que, oui, il y a des divergences entre Éric Zemmour et elle, notamment sur l'islamisme, bien sûr. Vous savez, nous sommes... Enfin, quand Éric Zemmour dit que l'islam est totalement incompatible avec la République, nous ne partageons pas la même chose. Nous estimons qu'en effet, ceux qui placent la charia avant les lois de la République sont incompatibles. Nous estimons que les islamistes radicaux sont incompatibles. En revanche, il y a beaucoup de musulmans en France qui vivent depuis de longues années extrêmement bien, de manière modérée, de manière extrêmement intégrée, de manière extrêmement silencieuse, et qui, eux... Donc vous dites qu'il est plus dur, en gros, que Marine Le Pen? C'est pas qu'il est plus dur, je crois qu'il est moins juste. Je crois qu'il est surtout moins juste, parce qu'honnêtement, on ne peut pas mettre dans le même sac l'ensemble des musulmans. Il y a des musulmans modérés, et puis il y a l'islamisme radical. Celui qui veut aujourd'hui renverser notre civilisation, celui qui aujourd'hui nous fait la guerre, celui qui tue, celui qui, celui qui a exécuté un certain nombre de nos concitoyens. Eh bien écoutez, celui-ci, nous le combattons, et celui-ci n'est pas compatible avec la République. En revanche, il y a beaucoup de musulmans en France, je rappelle comme c'est la deuxième religion en France, il y a beaucoup de Français musulmans en France, modérés, qui vivent très bien leur religion en nous, et qui sont d'ailleurs très dérangés par ces islamistes. Voilà un point de divergence entre Éric Zemmour et Marine Le Pen. On s'emploie au Rassemblement national à dissuader Éric Zemmour de se lancer dans cette aventure. Marine Le Pen ne fait pas mystère du fait qu'elle l'a appelé d'ailleurs. Est-ce qu'on travaille à cela? Non, sincèrement, et on n'y croit pas. On ne lui promet pas un poste de ministre? Non, non, mais on n'y croit pas. Ouais. Voilà. Vous savez, il n'y a jamais eu de sondage qui a été réalisé. Le seul sondage qui a été réalisé, c'est Éric Zemmour sans Marine Le Pen, sans Dupont-Aignan. C'est 13%. Et vous allez voir le prochain sondage qui aura lieu avec Éric Zemmour et Marine Le Pen et Dupont-Aignan. Vous verrez quand il aura 2 ou 3% dans ces sondages. Et je ne veux pas du tout être méprisant. Je veux juste dire qu'on ne peut pas s'improviser candidat à la présidence de la République. Marine Le Pen, ça fait des années qu'elle travaille là-dessus, qu'elle a un projet global, un projet qui concerne l'identité, mais qui concerne la protection sociale, économique, politique des Français. Et que ce projet... Un meilleur projet qu'en 2017 ? Mais elle aura un meilleur projet en 2017, mais surtout, elle a cette capacité à pouvoir... Qu'en 2017, il nous reste 20 secondes, donc là, je suis en train de tomber dans le... Elle a surtout aujourd'hui une capacité à pouvoir rassembler. On le voit, à se voir rassembler hors de ses rangs. Elle est la candidate de la France, la candidate du Rassemblement national, mais la candidate des patriotes globalement. Et vous le verrez, elle aura un projet, je crois que les gens l'ont déjà compris, puisque on sent dans les intentions, dans les opinions d'enquête déjà, elle est capable de gagner. Tomber dans le travers de Roselyne. Je pose une question quand il n'y a plus de temps. Ah bah voilà autre chose. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous et merci à Charlotte Urien-Tomaca et à Camille Néran d'avoir préparé l'émission ainsi que toute l'équipe technique. À très vite. Candy Guira, une artiste RFI Talent. Découvrez Tekla Runda en version semi-acoustique, le clip de la chanteuse burkinabé. Chaque semaine, retrouvez l'Afrique dans toute sa diversité et sa richesse, avec des reportages de nos correspondants sur le terrain et des interviews de personnalités phares. Afrique Hebdo vous propose un décryptage de tout ce qui fait l'actualité sur le continent, société, économie, sport et culture. On vous parle des grandes tendances, de projets novateurs et de parcours exceptionnels. Je vous donne rendez-vous pour Afrique Hebdo sur France 24 et france24.com. Austérité, déflation, flexi-sécurité.
Les termes économiques vous effraient? Vous n'y comprenez rien. Décomplexez-vous en regardant le gros mot de l'écho. Un moyen simple et ludique pour comprendre l'économie avec Myriam Mascarello. Le gros mot de l'écho, présenté par Myriam Mascarello. À voir sur France 24 et france24.com. Bonjour à tous et bienvenue sur France 24. Si vous nous rejoignez à la une de l'actualité, Joe Biden, toujours en Europe, à la veille de sa rencontre à Genève avec son homologue russe Vladimir Poutine, le président américain a rencontré à Bruxelles les dirigeants de l'Union européenne. Ils ont notamment trouvé un accord sur le litige entre Boeing et Airbus. Une marche des drapeaux organisée par l'extrême droite israélienne se tient en ce moment à Jérusalem. Le premier défi pour le nouveau gouvernement de Naftali Bennett. Et puis du football avec l'entrée en lice des Bleus ce soir à l'Euro. Ils affronteront l'Allemagne à Munich. Après le G7 et le sommet de l'OTAN, le président américain poursuit sa tournée en Europe. Cet après-midi, Joe Biden a rencontré les dirigeants des institutions européennes à Bruxelles. Il y a eu une grande annonce à retenir, c'est la suspension pour 5 ans du litige commercial entre Boeing et Airbus. Regardez. C'était l'un des sujets les plus brûlants au menu de ce sommet. Le conflit Airbus-Boeing, attisé par des subventions publiques réciproques. Après 17 ans de différends, Européens et Américains enterrent enfin la hache de guerre en suspendant leurs droits de douane punitifs pour 5 ans. L'accord que nous avons trouvé ouvre vraiment un nouveau chapitre de notre relation, car nous passons du contentieux à la coopération. Sous l'administration Trump en 2019, Washington avait été autorisé à taxer des biens et services européens à hauteur de 7,5 milliards de dollars chaque année. De leur côté, les Européens pouvaient depuis 2020 taxer 4 milliards de dollars de produits américains. En mars, une première trêve avait été annoncée. 4 mois sans taxes punitives, le temps de trouver un accord. C'est désormais chose faite, Airbus s'en félicite. Cet accord permet de créer les conditions d'une concurrence équitable et d'éviter des tarifs douaniers qui nuisent à tous et ne font qu'ajouter aux nombreux défis auxquels notre industrie est confrontée. Satisfaction également du côté de son rival Boeing qui déclare entendre faire respecter cet accord. Des avancées aussi sur le sujet de la fiscalité mondiale des entreprises. Le G7 Finance s'est engagé sur un taux d'impôt mondial minimal d'au moins 15% sur les bénéfices des multinationales. Une réforme qui n'épargne pas les géants du numérique. Mais encore faut-il parvenir à un accord entre les 140 pays de l'OCDE. Reste sur la table le contentieux sur les droits de douane sur l'acier et l'aluminium déclenché par Donald Trump. Depuis 2018, les États-Unis taxent l'acier européen à hauteur de 25%, l'aluminium à hauteur de 10%. En représailles, les Européens surtaxent des produits américains symboliques comme les Harley-Davidson, les jeans Levi's, le tabac ou encore le riz américain. Les deux camps disent avoir besoin de plus de temps pour résoudre ce litige, mais restent confiants. Dans l'actualité également, une marche sous haute tension qui a lieu en ce moment à Jérusalem. Cette marche dite des drapeaux est organisée par l'extrême droite israélienne. Malgré les mises en garde du Hamas, le nouveau gouvernement de Naftali Bennett l'a autorisé hier soir au nom de la liberté de manifester. À Jérusalem, on retrouve Gwendoline de Bono, notre correspondante. Il faut plusieurs centaines de juifs ultranationalistes devant moi, là où je me trouve, aux entrées de la porte de Damas. La police veille à ce qu'ils n'entrent pas par la porte, à ce qu'ils restent sur les marches qui donnent accès à cette entrée de la vieille ville. Ils sont plusieurs centaines, ils dansent, ils chantent. Dès qu'ils essayent de s'approcher trop près des portes, les policiers les repoussent. Auparavant, la police a pris garde à éloigner les manifestants palestiniens. L'objectif des policiers, c'est que personne ne se croise, que les manifestants palestiniens ne croisent pas les manifestants ultra-nationalistes juifs qui veulent également faire passer un message au nouveau gouvernement israélien. On les a entendus dire qu'il resterait, qu'il ne ferait aucune concession sur Jérusalem, qu'il continuerait à s'étendre dans Jérusalem-Est. C'est également ce que regarde le Hamas aujourd'hui, cet itinéraire. Est-ce que certains de ces manifestants vont entrer dans les quartiers musulmans de la vieille ville, auquel cas le Hamas a prévu qu'il riposterait?
La pandémie de Covid-19 n'est pas terminée, mais déjà plusieurs pays tombent le masque. C'est le cas en Israël, justement, où à partir d'aujourd'hui, il n'est plus obligatoire de le porter dans les lieux publics. Plus de masques ou presque non plus à Wuhan, berceau de l'épidémie en Chine, où 11 000 étudiants ont assisté non masqués à leur remise de diplôme. La pandémie de Covid-19 et la campagne de vaccination qui se poursuit en France. À partir d'aujourd'hui, les 12-17 ans peuvent aussi recevoir leur dose. Et puis, on a appris tout à l'heure qu'un nouveau seuil a été franchi aux États-Unis, pays le plus endeuillé du monde par cette épidémie. Il dépasse les 600 000 morts du Covid-19, selon les derniers chiffres de l'université Johns Hopkins. Et puis à noter, toujours aux États-Unis, qu'à New York, 70% des adultes ont reçu au moins une dose de vaccin. Les dernières restrictions, elles, sont totalement levées là-bas. Et enfin, du football pour finir, et l'Euro qui se poursuit. L'équipe de France fait son entrée dans la compétition ce soir à 21h, heure de Paris. Les Bleus affronteront l'Allemagne à Munich. Des Bleus qui sont les grands favoris de cette rencontre. Voilà, restez avec nous sur France 24, l'information continue. Bonsoir et bienvenue dans ce débat sur France 24. Le président américain poursuit sa tournée européenne après le G7 et le sommet de l'OTAN. Et avant de rencontrer demain Vladimir Poutine à Genève, Joe Biden avait rendez-vous ce mardi avec les dirigeants européens à Bruxelles. L'occasion de tourner la page Trump, 4 ans de relations glaciales. Un rapprochement illustré avec un accord trouvé tout à l'heure sur le dossier Airbus-Boeing. America is back, l'Amérique est de retour. Ne cesse d'ailleurs de marteler Joe Biden depuis qu'il a mis un pied en Europe. Mais jusqu'à quel point, jusqu'où les Européens, eux, sont-ils prêts à accepter cette main tendue des États-Unis? On va en débattre ce soir avec Adrien Dessuin, rédacteur à la revue de géopolitique Conflit, auteur de La France atlantiste aux éditions du CERF. Adrien Dessuin, bonsoir. Bonsoir. Et puis, depuis Bruxelles, Jean Quatremer, le correspondant de Libération pour les affaires européennes. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Jean, merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Alors, illustration, tout d'abord, je vous le disais, de la relance des relations transatlantiques. Les États-Unis et l'Union européenne ont enfin trouvé un accord dans le dossier Boeing-Airbus. Ils suspendent les droits de douane punitifs pendant 5 ans. On écoute à ce propos la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et on en reparle juste après. Cette réunion a démarré par une avancée majeure dans le domaine de l'aviation. L'accord que nous avons trouvé ouvre vraiment un nouveau chapitre de notre relation, car nous passons du contentieux à la coopération dans le domaine de l'aviation après presque 20 ans de différend. C'est le plus long différend commercial de l'histoire de l'Organisation mondiale du commerce. Jean Quatremer, ce dossier, il empoisonnait les relations transatlantiques depuis des années. Cet accord, Emmanuel Macron estime que c'est le résultat, je cite, de la nouvelle relation avec les États-Unis. C'est un tournant, clairement, dans les relations économiques, en tout cas entre l'Europe et les États-Unis. Absolument pas. L'enthousiasme européen doit être sérieusement tempéré. D'abord, ce n'est pas un accord. On suspend simplement l'application des droits de douane. Je vous rappelle que l'OMC avait autorisé les Américains en 2019 à imposer 7,5 milliards de dollars de droits punitifs sur les importations européennes, alors que les Européens, eux, avaient été autorisés à imposer 4 milliards de dollars de droits punitifs sur les importations de biens américains. Pendant 5 ans, on va suspendre ces droits de douane et on va essayer de trouver un accord. Donc, claironner que c'est un accord définitif, non, absolument pas. On transige. Et pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce que tout simplement, les Américains savent qu'ils n'ont rien à gagner à poursuivre cette guerre entre Boeing et Airbus. Parce que d'abord, leur avionneur vedette a des difficultés industrielles extrêmement importantes, que cette guerre commerciale nuit plutôt à la classe moyenne américaine, plutôt qu'elle lui bénéficie, et qu'il s'agit d'embarquer les Européens dans cette affaire
dans la croisade américaine contre la Chine, puisque vous savez que l'avionneur chinois est en train d'émerger sur le marché des moyens courriers et que le risque, c'est qu'il émerge très très rapidement dans les années à venir sur le marché prometteur des très gros porteurs. Et c'est pour ça que les Américains ont transigé, parce qu'on voit bien que sur un autre dossier qui est très important pour les Européens, qui est celui des droits punitifs décidés par Donald Trump sur les importations d'acier et d'aluminium européens, il n'y a eu absolument aucune avancée. Pourquoi ? Parce que, comme le dit d'ailleurs la Maison-Blanche, il s'agit d'une politique étrangère en faveur des classes moyennes américaines. Or, en l'occurrence, les classes moyennes américaines souffrent des importations européennes qui sont bien plus, l'acier et l'aluminium sont bien plus compétitifs que l'acier et l'aluminium américain. Donc, lever les droits de douane punitifs, c'est nuire à la classe moyenne américaine. C'est comme ça qu'il faut lire la nouvelle politique étrangère américaine. Donc, c'est une percée, mais parce que ça correspond aux intérêts américains. Adrien Dessuin, vous partagez cette analyse cette concession, cet accord, si on peut dire, qui a été trouvé aujourd'hui à Bruxelles, finalement, il y a une arrière-pensée de la part des États-Unis derrière. America is back, mais pas vraiment. Si, je pense que Joe Biden a eu quand même l'habileté de cajoler ses alliés. C'était la première fois qu'il faisait un sommet avec l'Union européenne depuis, je crois, 7 ans. Je parle de la Maison-Blanche, hein, bien évidemment. Et contrairement à Trump, il a su leur montrer que sa première visite à l'étranger, c'était pour l'Union européenne, c'était pour l'Angleterre, Bruxelles et les 27. En revanche, là où il y a une contrepartie qui n'a peut-être pas été, qui n'est peut-être pas visible et qu'on verra peut-être plus tard, c'est que la contrepartie, c'est de embrigader l'Union européenne et tous les pays d'Europe derrière les États-Unis dans une guerre commerciale contre la Chine. Donc là, je rejoins ce qu'a dit Jean Quatremer. Et c'est ce qu'on a vu notamment lors du sommet de l'OTAN qui a eu lieu hier. Et pour Joe Biden, et c'est peut-être un des sujets qui va être abordé demain à Genève avec Vladimir Poutine. Et on en reparlera après. C'est peut-être ce Nixon in reverse, c'est-à-dire ce mouvement de balancier, c'est-à-dire peut-être d'accalmer un petit peu les tensions avec la Russie pour cette fois-ci contrer la Chine avec l'aide des Européens. C'est peut-être ça qu'a en tête Joe Biden lorsqu'il lève ses sanctions sur Airbus. Jean Quatremer, une opération séduction de Joe Biden en Europe depuis qu'il est arrivé. Et en même temps, est-ce que cette lune de miel est amenée à durer ? La lune de miel, elle durera tant que les Européens la suivront dans sa croisade, je dirais, contre la Chine. Il préfère avoir les Européens de son côté sur certains dossiers, parce qu'il a besoin des Européens, pas sur le plan militaire, évidemment, pas sur le plan de la cyberguerre, etc., mais plutôt sur le plan commercial ou le plan normatif. Par exemple, il a besoin des Européens pour réformer les règles de l'OMC en défaveur de la Chine, ça, clairement. Mais est-ce qu'il a vraiment besoin de l'Europe? Moi, personnellement, je ne le pense pas. Enfin, où il en a besoin, comme on a besoin de supplétifs dans une guerre où parfois, par exemple, pour mener des actions, on prend des troupes locales qui viennent aider le gros de l'armée américaine. Et surtout, là, tout à l'heure, on a évoqué le sommet avec Poutine. Ce qu'il veut, c'est calmer effectivement le jeu avec la Russie, parce qu'il n'a pas besoin d'avoir un front avec la Russie. La Russie n'est plus une menace pour l'URSS. Aujourd'hui, les États-Unis sont concentrés dans leur croisade contre la Chine. Je veux dire que le grand shift de la politique américaine a commencé sous Obama, s'est poursuivi avec Donald Trump et continuera avec Joe Biden. C'est-à-dire que l'Amérique ne se préoccupe plus du vieux continent. Elle est uniquement concentrée sur la Chine, qui est son concurrent émergent, l'autre superpuissance, qui pourrait prendre d'ailleurs le leadership mondial dans les années à venir. Et Adrien Dessuin, sur la Chine, justement, les Européens, ils sont un petit peu embêtés. Ils ont adopté cette déclaration de l'OTAN hier en parlant de risques systémiques, en pointant du doigt la Chine. Et en même temps, ils ont des accords commerciaux avec la Chine. Je pense à la France et surtout à l'Allemagne. Oui, et notamment, d'ailleurs, Airbus est concerné par le dossier chinois. Donc, effectivement... il y a ce changement qui était nouveau. La France n'en voulait pas vraiment. De parler de la menace chinoise à l'OTAN, c'est une première.
Ça arrive un petit peu en fin de communiqué. Le communiqué est très très long, mais j'ai remarqué quand même que la Russie a été nommée 49 fois dans ce communiqué. La Chine a été nommée que 10 fois. Donc on reste quand même, l'OTAN reste une alliance contre la Russie, mais la Chine commence, ça y est, à rentrer dans ce jeu, alors que l'OTAN, c'est une alliance transatlantique, c'est l'alliance de l'Atlantique Nord. Donc la Chine, a priori, n'est pas concernée par l'OTAN, et inversement. Donc c'est un petit peu nouveau, et c'est vrai que ça répond à ce que disait Jean Quatremer, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est un mouvement ancien, mais que les États-Unis, jusqu'à présent, n'ont jamais réussi vraiment à faire d'un point de vue stratégique. C'est-à-dire qu'ils sont restés fixés quand même sur la Russie, sur le Moyen-Orient. Là, à chaque fois qu'un nouveau président des États-Unis arrive au pouvoir, il dit « bon, ça y est, on va faire cette bascule vers la Chine ». Sauf que la Chine, militairement et même économiquement, elle est très à droite. Elle avance tout doucement, elle ne fait pas de provocation comme la Russie. Certes, c'est une dictature communiste, mais j'allais dire, elle est très lisse sur le plan international. Contrairement à la Russie, qui est parfois un peu plus violente et qui agrippe un petit peu ses alliés, notamment de l'Est de l'Europe. Jean Quatremer, après 4 ans de Trump, en plus, les Européens, ils sont un petit peu refroidis, même si là, ils suivent Joe Biden sur la Chine. On imagine, et surtout Emmanuel Macron, il l'a dit ces derniers jours, il essaye quand même de garder une espèce de distance, de montrer qu'il y a toujours l'importance de la souveraineté européenne. Absolument, c'est-à-dire que le vrai risque aujourd'hui, c'est que les Européens, après 4 ans de Trump, retrouvent le confort du parapluie américain. Il faut bien voir que l'accord historique qui a été trouvé entre les Européens et les Américains après la Seconde Guerre mondiale, ça a été un accord qui les a sortis de l'histoire. En gros, les Américains vont gérer les affaires du monde, pendant que nous allons gérer nos affaires commerciales. Voilà, on va devenir une sorte de grande Suisse continentale. Et c'était très confortable, hein. On a pu désarmer tranquillement, on a laissé les Américains gérer l'affrontement avec la Russie, puis ensuite, avec l'URSS, pardon, et le jour où l'URSS a disparu, pour nous, le monde entier était devenu nos amis et on s'est ouvert largement, notamment aux intérêts chinois, hein, parce que le continent européen est totalement ouvert aux intérêts chinois. On a ouvert nos marchés publics, on ouvre par exemple le marché de l'énergie sans aucune contrepartie en Chine, etc., etc. Et le vrai risque, c'est qu'avec le retour justement d'une diplomatie américaine qui sait trouver les mots, plus aimable, moins brutal, etc., on se dit au fond, c'est le retour de l'Amérique de papa, donc on va retourner à nos affaires. Pendant 4 ans, on se rendait bien compte que peut-être qu'on était seul, même Trump, je vous rappelle, avait remis en cause l'Alliance Atlantique et avait laissé planer le doute que l'Amérique intervienne, par exemple, pour venir au secours des pays baltes s'ils étaient attaqués par la Russie. Cette fois-ci, cette hypothèque est levée. Donc le vrai risque qu'on a aujourd'hui, c'est que chacun retourne à ses affaires et que la France soit toute seule à agiter son petit drapeau en disant autonomie stratégique européenne, autonomie stratégique européenne. Et c'est un vrai danger, c'est-à-dire que les Américains savent parfaitement aussi ce qu'ils font. C'est-à-dire que les Allemands, par exemple, pourquoi s'amuseraient-ils à financer, l'avion de combat du futur, le char du combat du futur, etc., ainsi que les autres Européens, puisqu'on peut acheter sur étagère à l'allié américain qui a retrouvé, je dirais, sa place d'antan, on le laisse à nouveau gérer nos affaires. Donc un vrai risque de division européenne, et c'est pour ça que Emmanuel Macron a mis en garde dès la veille du G7 contre cette tentation, parce que d'abord, les Américains qui sont de retour, ce n'est pas les mêmes Américains qu'il y a 4 ans, et qu'en plus, dans 4 ans, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Et 4 ans de perdus au regard de l'histoire de la planète, c'est 4 ans qu'on ne retrouvera pas. C'est-à-dire que, par exemple, imaginez avant la Seconde Guerre mondiale, si on avait réarmé 5 ou 10 ans plus tôt, peut-être qu'on n'aurait pas été on n'aurait pas perdu aussi brutalement la Seconde Guerre mondiale. Voilà, et donc les enjeux, 4 ans, ça paraît très très court comme ça. Mais en fait, c'est très long, surtout d'un point de vue militaire, d'un point de vue diplomatique, d'un point de vue géopolitique. Adrien Dessuin, c'est un danger ? Pardon ? C'est un danger, justement, ce rapprochement avec les États-Unis. Non, mais le problème de Jean Quatremer, c'est qu'il pense toujours que la souveraineté européenne, c'est la solution. Sauf que plus on va vers la coopération entre l'OTAN et l'Union européenne, et finalement, moins on avance. Parce que plus l'Union européenne, à chaque fois qu'elle parle de défense stratégique, en fait, elle le fait au sein de l'OTAN. Donc en fait, on recule, on n'avance pas. Et ce qui est significatif, c'est que Biden est allé en Europe, mais il est d'abord allé en Angleterre.
Il est allé très très rapidement à Bruxelles, mais parce que c'est un peu un passage obligé, et ensuite il est allé voir Poutine. Finalement, les Européens, Biden leur a déjà expliqué qu'ils ne comptaient pas beaucoup. Jean Quatremer, justement, Vladimir Poutine, c'est le moment phare, cette rencontre de Joe Biden avec Vladimir Poutine demain à Genève. C'est très attendu aux États-Unis, en tout cas, on regarde ça de très près aussi. Qu'est-ce qu'on doit attendre? Joe Biden, il va poser des lignes rouges au président russe? Je crois que le but de Joe Biden, c'est d'avoir une relation apaisée avec la Russie. La Russie est un pays en voie de tiers-mondisation. Il faut savoir que le PIB de la Russie, c'est moins de la moitié du PIB de la France, pour vous donner une idée. Sa richesse, c'est uniquement ses matières premières, des matières premières qu'elle vend quasiment uniquement à l'Europe, et pas à la Chine, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Mais c'est un ancien géant, un géant à terre, qui possède l'arme nucléaire et qui donc a des capacités de nuisance extrêmement importantes. L'enjeu pour Biden, c'est pas la Russie, véritablement, c'est la Chine. Il faut vraiment avoir ça en tête. Donc, le but, c'est de calmer la Adrien Russie Dessuin, vous voulez répondre à ça. Le signal. Adrien Dessuin, un petit mot, vous voulez répondre à ça, justement. C'est pas la Russie, c'est la Chine. Oui, je suis d'accord, mais en fait, l'OTAN, quand même, et les États-Unis, c'est vrai, ont poussé la Russie vers la Chine pendant des années, et maintenant ils expliquent aux Européens qu'il faut faire la guerre à la Chine. Donc la Chine, la Russie, enfin surtout la Russie a sanctionné l'Europe. L'Europe en paye le prix, et même si elle sanctionne aussi la Russie depuis 2014. Et aujourd'hui, on leur explique, bah oui, maintenant il faut aussi faire la guerre économique à la Chine, donc être sanctionné par la Chine. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dur à avaler pour les Européens. Jean Quatremer, un dernier mot sur cette rencontre Joe Biden-Vladimir Poutine avant de se quitter. Oui, simplement, il faut bien voir que Joe Biden a aussi dit aux Européens, bon, je garantis votre sécurité, donc je reviens aux fondamentaux de l'Alliance Atlantique, mais attention, moi, je dirais que l'environnement proche, c'est pas mon problème. C'est-à-dire la Biélorussie, l'Ukraine, le Caucase, la Géorgie, etc., l'Azerbaïdjan, c'est votre problème. Moi, je dois concentrer mes forces dans la lutte contre la Chine pour contenir l'influence chinoise. Donc nous, on se retrouve face à nos propres contradictions parce que nous sommes totalement et profondément divisés à l'égard de la Russie. L'exemple, c'est l'Allemagne, l'Allemagne qui a des intérêts économiques forts avec la Russie. Par exemple, le fameux pipeline Nord Stream 2, qui va bientôt être achevé et qui va donc approvisionner en gaz directement l'Allemagne à partir de la Russie via la Baltique, en évitant la Pologne et surtout l'Ukraine. Donc, on n'a pas de politique russe parce que tout simplement, nous ne sommes pas d'accord avec la menace que représente la Russie. Et donc maintenant, c'est nous, les États-Unis, nous mettent face à nos responsabilités. L'environnement proche de la Russie, c'est votre problème, c'est pas mon problème. Et on va suivre ça de très près demain sur France 24, cette rencontre Biden-Poutine à Genève. Voilà, c'est la fin de cette émission, c'est la fin de ce débat. Merci beaucoup de l'avoir suivi, restez avec nous. L'information continue sur France 24.